Christian, je devais évidemment ouvrir l'année 2023 du Courrier avec une interview de l'éminence que tu es, d'espèce de figure iconique de la résistance. Et je voulais quand même que tu nous entretiennes pour cette début de nouvelle année, parce que beaucoup de gens sont perdus et beaucoup de gens sont désespérés ou sont désorientés par les 3 ans de narratif, comme on dit, qu'ils ont subis. Et je voulais que tu nous racontes en fait ton expérience de complotiste, puisque c'est le terme consacré. Mais avant, d'abord, je voulais te poser une question indiscrète. Comment tu as fait pour ne pas être radié par l'ordre des médecins ? Comment j'ai fait? Je pense que d'abord il y avait mon histoire qui jouait pour moi, parce que le Conseil de l'Ordre, je leur ai envoyé mon CV, j'ai envoyé 8 publications internationales pendant la crise du Covid, y compris dans le New England Journal of Medicine, qui est un des plus grands journaux médicaux du monde, même si c'était une simple lettre, hein, pour dénoncer l'étude Recovery. Vous avez utilisé une dose mortelle d'hydroxychloroquine pour dire que ça marchait pas, que c'était toxique. Bon, voilà. Ils l'ont fait intentionnellement? Ah ben, soit ils sont... Non, l'investigateur principal de cette étude a dit « Oh ben oui, c'est la dose habituelle recommandée par l'OMS pour l'amibiase ». À ma connaissance, on n'a jamais utilisé l'hydroxychloroquine dans l'amibiase. Peut-être qu'au tout début de la médecine tropicale, les anciens tropicalistes avaient essayé la chloroquine dans l'amibiase et avaient vu que ça ne marchait pas, mais ça n'a jamais été recommandé dans cette maladie. Et je pense que le gars, il avait confondu avec l'intétrix, dont le nom de la molécule, c'est un mélange de 2 molécules à un nom proche de l'hydroxychloroquine. Il a dû confondre. Enfin, apparemment, c'était des amateurs où ils ont fait semblant de faire les idiots en leur disant c'était la dose habituelle de l'OMS, mais c'était quand même une dose. Il faut savoir que l'hydroxychloroquine, si on l'utilise à dose très élevée, c'était même inscrit dans le livre Suicide mode d'emploi, qui est un livre qui a été censuré en France depuis des années. C'est un médicament à très forte dose qui est utilisé pour se suicider. Donc, et là, quand même, l'OMS, avec une université anglaise, fait une étude internationale. Et il y a quelques services, d'ailleurs, de maladies infectieuses français qui ont collaboré, qui ont accepté, et je ne comprends pas quand, d'ailleurs, les comités d'éthique ont accepté d'utiliser une dose quasiment mortelle d'hydroxychloroquine pour faire une étude clinique. C'est hallucinant. À charge. Une étude à charge. C'est terrible. Bon, voilà. C'est pour dire que le Conseil de l'Ordre, voilà, moi j'ai montré mon CV, j'ai montré ma bonne foi, que j'avais consacré toute ma vie au service de mes malades, que j'avais servi pendant 15 ans les autorités françaises. J'ai servi mon pays pour être conseiller, président de commission pour tout ce qui était maladies infectieuses, gestion de crise sanitaire, épidémie, vaccination. Même j'ai été vice-président à l'OMS pendant plusieurs années pour tout le groupe d'experts pour l'Europe de l'OMS. Alors la région euro de l'OMS, c'est pas l'Union européenne, c'est toute l'Europe, y compris l'Europe de l'Est, l'Europe du Nord, qui n'est pas dans l'Union européenne. C'est toute l'Asie, l'ex-URSS, toutes les républiques russophones d'Asie centrale, la Turquie, Israël. Donc ça va jusqu'à Vladivostok, hein, c'est la grande Europe de l'OMS. Donc j'étais vice-président pendant plusieurs années. C'est l'Eurasie, en fait. Donc, ils ont bien vu que, d'ailleurs, j'ai apprécié quand le Conseil de l'Ordre, dans son verdict final, a dit qu'il n'y avait aucune donnée dans mon dossier, dans ce que j'avais dit, que j'étais anti-vax. Parce qu'au fond, avant le Covid, tu n'as pas été connu pour des positions anti-vax. Ah ben pas du tout, parce que j'ai soutenu les vaccins. Même le ministère de la Santé m'envoyait dans les médias pour soutenir les vaccins. Donc c'est un peu paradoxal. Mais c'était drôle parce que c'était à la fin de l'année, faut que je réfléchisse sur les années, oui c'était 2021, vers novembre. Yvan Rioufol, qui est un journaliste que j'admire beaucoup parce qu'il est resté très droit dans ses bottes, indépendant, m'invite sur CNews et j'étais le seul invité. Bon, il a pris des risques hein, parce que le Conseil supérieur de l'audiovisuel avait dit c'est interdit d'inviter Perron tout seul, il est très dangereux. Bon. Il m'invite et là je dis qu'effectivement il y a la mortalité plus élevée chez les gens qui ont eu une inoculation du pseudo-vaccin par rapport aux autres. C'était sur les données de santé publique en Angleterre, j'avais montré les chiffres, c'était 4 fois plus de risques si on était inoculé par le pseudo-vaccin que si on n'était pas vacciné.
Et puis 15 jours après, je suis convoqué par le conseil départemental de l'Ordre des médecins des Hauts-de-Seine, là où il y a mon hôpital, qui me disent, écoutez, monsieur Perron, voilà, vous n'avez plus le droit de parler des vaccins, sinon on va être obligé de prendre des mesures contre vous. Et puis, bon, ils n'étaient pas méchants, mais... puis alors, moi, du coup, ça c'était juste avant Noël, en janvier... Avant Noël 2021, l'année dernière. Donc, au début de cette année, janvier 2022, je retourne sur des médias alternatifs cette fois-ci, parce que j'étais toujours banni sur les médias principaux. Et puis j'ai dit, ben, c'est vrai, le Conseil de l'Ordre des médecins m'a interdit de parler des vaccins, mais ça tombe bien parce que là, c'est pas des vaccins. Donc du coup, j'ai tout à fait le droit de parler librement. Puis il m'avait dit, vous n'avez pas le droit de parler en tant que professeur de médecine parce que vous pouvez vous exprimer en tant que citoyen, mais vous n'avez pas le droit de mettre en avant votre position. Et c'est pour ça que dans les médias en janvier 2022, je dis, ben moi je suis pas le professeur Perron, je suis le citoyen Perron, donc je parle en tant que citoyen lambda. Et puis vous avez, finalement j'ai utilisé leurs arguments, et finalement la chambre disciplinaire, moi j'étais impressionné parce que la chambre disciplinaire, il faut savoir, c'est le président, c'est un magistrat, c'est une femme, une magistrate professionnelle. Et ils étaient 6 au total, donc il y avait des médecins. Que tu connaissais? Non, pas du tout. Alors, je ne les connaissais pas du tout. Et alors, j'étais un peu impressionné parce qu'ils sont habillés en toge rouge avec l'hermine. C'est vraiment un vrai tribunal. Mais je les ai trouvés très factuels. Ils n'ont pas cherché à faire des mamours ou à être contre moi. Je les ai trouvés corrects, droit dans leurs bottes. Non, je les ai jamais cherché à m'humilier, ou ils voulaient juste avoir des informations. J'ai vu qu'ils connaissaient très très bien le dossier, parce qu'avec mon avocat Thomas Benages, je dois le remercier, c'est un avocat remarquable, il avait fait tout un travail en amont, il fallait renvoyer des sources écrites. On avait plein de questions, on répondait, ça faisait des mois que la procédure durait. Et donc ils connaissaient tout ça. Et finalement, moi je leur ai dit, écoutez, moi je n'ai pas à rougir de ce que j'ai fait. Voilà, j'ai soigné mes malades, j'ai jamais eu une plainte. Et tous les malades, et surtout sur la maladie de Lyme, ils étaient très contents de tout ce que j'ai fait. Sur l'aspect plus santé publique, ben, j'ai servi mon pays pendant 15 ans au ministère, tout le monde m'adorait. Et puis maintenant, d'un seul coup, du jour au lendemain, je suis traité de charlatan. Ben, j'aimerais comprendre. Bon, puis après, je ne pouvais pas aller au-delà. Je n'ai pas beaucoup parlé, mais j'ai répondu à leurs questions. Ça fait quoi d'être traduit devant un tribunal par ses pairs pour des positions sur la médecine? Alors, ça m'a fait... la première fois que j'ai été convoqué par l'Ordre des médecins, c'était en juillet 2020. Donc c'était la fin de la première vague, il n'y avait plus de Covid, tout allait bien. Et il y avait un jeune médecin que je ne connaissais pas du tout, le docteur Nathan Peffersmadja, qui était interne à l'hôpital Bichat à l'époque. Un petit interne comme ça qui fait une pétition nationale au mois de juillet pour demander que je sois convoqué devant le Conseil de l'Ordre pour être sanctionné. Je dis, oh là, un interne... c'est quoi cette histoire? Je comprends pas. Ça, c'était début juillet. Et du coup, fin juillet, je suis convoqué par la chambre départementale du Conseil de l'Ordre des Hauts-de-Seine, là où il y a mon hôpital à Garches. Alors, ça m'a un peu embêté parce que je devais revenir de vacances. J'ai dit, bon, je suis convoqué par le Conseil de l'Ordre, je vais venir. Bon, c'est une rencontre confraternelle. On ne vient pas avec son avocat. C'est juste, on est face au bureau du Conseil de l'Ordre. Donc, ils sont 4 ou 5 avec le président, le vice-président, le trésorier, le secrétaire. Bon, mais la première fois que j'ai été convoqué comme ça, je me suis senti un peu humilié en disant, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai servi mes malades toute ma carrière, j'ai servi mon pays, tout le monde a admiré ce que j'ai fait, j'ai pas eu une seule casserole en 15 ans. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de dirigeants de santé publique qui n'aient pas eu de casserole en 15 ans. Hein. Il faut me les montrer, hein, j'en connais pas beaucoup. Et c'est pas moi qui suis... J'ai pas été viré de la présidence de la commission du Haut Conseil de la Santé publique, c'est moi qui ai démissionné, parce qu'il voulait absolument que je renouvelle tous mes mandats, et ça devenait ingérable, parce que ça c'est un autre sujet, mais ils ont supprimé tellement les moyens au ministère de la Santé. Il y a 20 ans, c'était génial. Il y avait plein de médecins de santé publique
que j'admirais beaucoup. Il y avait des jeunes les plus anciens qui travaillaient dans la direction générale de la santé. À l'époque, la direction générale de la santé, ça avait de la gueule. Hein. C'était une grande structure au sein du ministère. C'est pas la DGS actuelle qui est tombée dans le caniveau, je dirais. C'était vraiment... non, mais il faut être réaliste. À l'époque, c'était vraiment des médecins que j'admirais, qui connaissaient beaucoup de médecins, de professeurs dans toute la France, qui pouvaient animer des groupes de travail. Et puis d'un seul coup, après, j'ai pas compris sur le moment, mais après j'ai compris que c'était une espèce de manipulation qui était déjà organisée. À l'époque, ça s'appelait le Conseil supérieur d'hygiène publique de France. J'étais président de tout le Conseil supérieur d'hygiène publique de France à la fin. Et le Conseil supérieur d'hygiène publique de France, c'était les locaux, quand on se réunissait, c'était dans le ministère de la Santé. Et on travaillait en harmonie avec la Direction générale de la Santé, c'était merveilleux. C'était à quelle époque? Alors, le Conseil supérieur d'hygiène publique de France a été dissous pour devenir le Haut Conseil de la santé publique. J'ai plus les dates, mais enfin, ça fait déjà au moins une dizaine d'années, voire plus. Je ne sais plus trop la date parce que je n'ai pas révisé avant l'interview. Je suis désolé. Enfin, c'était une structure magnifique, j'étais fier de faire partie de ça, il y avait des gens magnifiques au ministère. Et d'un seul coup, on est devenu le Haut Conseil de la santé publique. Alors, le prétexte était, oui, le Conseil sup, comme on disait, Conseil sup, on appelait ça le Conseil sup entre nous, est trop proche du ministère, parce qu'il est dans le ministère, il n'y a pas d'indépendance, on subit. J'avais jamais l'impression de subir la pression des autorités, parce qu'on travaillait en harmonie. Mais d'un seul coup, des fonctionnaires, énarques, je sais que vous êtes énarques, mais... Repenti. Mais, ou Sciences Po et tout ça, là, c'est pas possible, il faut arrêter, c'est de la collusion. On va créer une nouvelle structure qui est devenue le Haut Conseil de la santé publique. On nous a envoyé à Montparnasse, ces grands bâtiments modernes au-dessus de la gare Montparnasse, dans des salles, on ne voyait pas le jour, il n'y avait pas de fenêtre. Hein. Et d'un seul, alors que moi j'aimais bien au ministère, on avait des grandes salles qui étaient agréables avec de la lumière du jour. Là, d'un seul coup, on s'est trouvé là, on s'est dit, on vous envoie à Montparnasse, c'est pas pour vous punir, c'est pour que vous soyez indépendant du ministère. Et là, avant, on avait au moins 10 médecins de la Direction générale de la santé qui travaillaient avec nous, qui préparaient les dossiers, qui étaient géniaux. Et qui connaissaient tous les médecins en France, qui pouvaient faire des groupes de travail comme ça à la demande. Et là, à Montparnasse, j'avais un médecin de santé publique, qui était une femme aussi remarquable, mais qui était toute seule pour faire le boulot de ce que faisaient 10 ou 15 avant, quand j'étais au ministère de la Santé. Et la pauvre, elle faisait un travail absolument énorme. Je suis très reconnaissant de tout ce qu'elle a fait, mais petit à petit, on nous a enlevé les moyens, et on nous demandait chaque année de plus en plus. C'est pour ça que c'est moi-même qui ai démissionné de cette fonction de présidence de la commission maladies transmissibles du Haut Conseil de la santé publique. Et finalement, j'ai bien fait de quitter le navire à ce moment-là, parce que le navire commençait à couler. Mais j'ai toujours eu un instinct dans ma vie. Mais concrètement quand même, quand cet interne Pfeiffer Smadja lance une pétition pour te dénoncer, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est spontané, qui est sincère, ou est-ce que c'est une opération téléguidée? Il faut lui demander. Moi, je pense qu'il n'est pas tout seul. Enfin, moi, je ne peux pas juger de... Mais j'ai trouvé ça terrible, parce que ce petit Nathan Pfeiffer Smadja, je ne le connaissais pas. C'était un interne. Je pense qu'il n'a pas eu beaucoup de chance dans sa vie, parce qu'il n'a pas eu la chance de passer chez moi comme interne pour être formé vraiment maladie infectieuse. Bon, moi, je ne peux pas connaître tous les internes de la planète. Et je dis, c'est qui ce gars? Il fait une plainte contre moi, nationale, une pétition. Alors, il a dû un peu rabattre son caquet, parce qu'il y a une contre-pétition faite organisée par des patients que j'avais soignés pour la maladie de Lyme, et qui a eu bien plus de signatures que la sienne. Bon, moi je dis, bon, c'est un petit gars, et il s'égare un peu. J'ai même pas réagi, parce que les gens disent, tu devrais porter plainte contre lui. Bon, je dis... Puis après... Parce que moi je suis pas sur Twitter, je vais jamais sur tous ces réseaux qui finalement m'emmerdent un peu. Bon.
Et j'ai des copains qui sont tous les jours sur Twitter qui m'envoient 14 tweets de Nathan Pfeffersmadja pendant l'été 2020 qui m'insultent. Je dis mais qu'est-ce qu'il fait ce petit gars là? Qu'est-ce que je lui ai fait? Je le connais même pas. Bon, je laisse tomber parce que les gens m'ont dit tu devrais porter plainte contre lui au pénal. Toi, tu le vis comment ce qui commence à ressembler à un harcèlement ou à une campagne de dénigrement? Honnêtement, un interne de Bichat qui m'insulte, je le connais même pas, je sais pas d'où il sort, il est juste interne, même il était à l'époque, il était quand même, il faisait une thèse de sciences à l'Imperial College à Londres, l'Imperial College qui a dit qu'on allait avoir des centaines de milliers de morts en Grande-Bretagne, en France, et alors des millions de morts en Europe. Bon voilà, il faisait sa thèse de sciences là-bas, moi je ne le connaissais pas. Et puis ce qui m'a choqué, alors après... Est-ce que durant l'été 2020, tu ressens d'autres pressions ou tu perçois d'autres signaux du fait qu'il va y avoir une campagne de dénigrement? À part Nathan, Pfeffersmadja, je n'avais pas d'autres signes, sauf quelquefois des gens qui faisaient un peu des invectives publiques. Et alors, ce qui était très drôle, c'est que je crois que c'était le 31 août, je crois, 2020, c'était sur les grandes gueules sur RMC. C'est la première fois que je cite Nathan Pfeffersmadja, sans même le nommer, je dis, il y a un interne de Bichat qui a dit ça. Bon. Et il venait de sortir, ça avait fait la une de tous les journaux, il méta-analyse que l'hydroxychloroquine, ça ne marchait pas, que c'était très dangereux. Bon. Puis on lit l'étude avec des collègues scientifiques, on dit c'est pas possible parce qu'ils n'ont pas pris en compte toutes les études publiées. Surtout que l'hydroxychloroquine était un médicament ancien. Voilà, qui était presque depuis des décennies, sans aucun problème, qui était jusqu'à janvier 2020, même avant que le virus arrive en France, comme Agnès Buzyn a transformé l'hydroxychloroquine qui était en vente libre dans toutes les pharmacies françaises, comme si on achetait des petites gommes à mâcher pour la gorge ou des carambars, qui étaient en vente sans aucune ordonnance. D'un seul coup, ça devenait une substance vénéneuse. Bon. Comment on explique ça? Est-ce que toi, tu t'es dit, il y a des signaux faibles c'était de programmé, quelque chose? bien évidemment, parce qu'il ne faut pas me prendre pour un con. Hein. D'un seul coup, un produit qu'on prescrit depuis des décennies, qui n'a jamais tué personne, d'un seul coup, devient une substance vénéneuse. Puis quand on a vu, j'ai adoré le coup de Véran. La première fois, il a dit que la chloroquine, ça tuait. Je ne sais pas si tu te souviens, il y avait un Américain qui était malade, qui voulait absolument avoir de la chloroquine, puis aux États-Unis, c'était compliqué, il y avait des médecins qui refusaient de prescrire. C'est con, mon médecin ne veut pas me donner de chloroquine. Il va à la droguerie du coin, il achète un produit pour nettoyer les aquariums, parce qu'il avait vu qu'il y avait de la chloroquine dans le... Oui, je me souviens tout à fait. Mais il n'y avait pas que de la chloroquine, il y avait des produits très toxiques pour l'homme, mais peut-être pas toxiques pour les poissons, mais le mec, il avale une partie du flacon, il meurt. Et là, Véran explose. Ouais, regardez, vous avez vu, première victime de la chloroquine aux États-Unis. Enfin, il était ridicule, Véran, parce que c'était tellement con. Et après, on a diabolisé la chloroquine, quoi. Est-ce que tu penses que l'inscription de la chloroquine comme substance vénéneuse avant le Covid, très peu de temps avant le confinement, était un acte conscient d'Agnès Buzyn? Bien sûr, ça faisait partie du plan, parce qu'il ne faut pas nous prendre pour des idiots. Ça fait des années qu'on nous prépare à une pandémie terrible. Alors, on voit les textes d'Atali, de Klaus Schwab. J'avais pas vu cette vidéo Cathy Don't Go to the Supermarket, vous pouvez trouver sur Internet. Alors c'était pas le QR code à l'époque, ça remonte à des années, déjà la mise sous contrôle de la population dans un petit clip qui dure quelques minutes, c'était génial. Alors, à l'époque c'était le code barre, c'était pas encore le QR code, mais il fallait payer avec le code barre et tout ça. Donc il y avait tous les signes et même la couverture de The Economist, janvier 2019. The Economist, c'est le journal des Rothschild. Bon, moi je suis pas copain avec les Rothschild, mais je les salue. Mais couverture, il y a l'homme de Vétreux, Léonard de Vinci, qui a 4 bras, 4 jambes, tout ça. Il a le QR code dans la main.
Il a le tatouage quasiment de l'ARN du vaccin dans le bras. Il a un pangolin à ses pieds. Moi, je veux dire, tu m'aurais demandé en janvier 2019 c'est quoi un pangolin. J'aurais dit je ne sais pas, je ne connais pas. J'ai entendu parler d'un pangolin. Je suis peut-être ignare en zoologie, mais bon, voilà, je ne connaissais pas. Et puis après, il y a Bill Gates qui fait une répétition générale de la pandémie quelques semaines avant Wuhan. C'est quand même fort, il est fort Bill Gates. Il a récidivé d'ailleurs quelques années après parce que l'année dernière, si tu te souviens, il y a eu le coup de la... De l'attaque, de la cyberattaque. Non, de la variole du singe. Oui, aussi. Et justement, j'étais en Belgique, parce que je crois que tu es belge. J'étais à ce moment-là sur la route entre Gand et Namur. Je devais faire une conférence sur la maladie de Lyme. Et puis j'étais dans la voiture, et il y avait une amie belge qui me conduisait. Puis je vois sur mon téléphone, ça y est, alerte mondiale, la variole du singe, communiqué du ministère de la Santé, 15 cas le même jour, dans 15 pays différents, aux 4 coins de la planète. Il y avait en Australie, au Brésil, en Espagne, en Suède. Le même jour, tout le monde a la variole du singe. Je sais quoi cette histoire. Puis des gens qui n'avaient pas pris l'avion, qui ne s'étaient pas rencontrés. Donc c'était évident que c'était... Puis alors je cherche un peu, puis je vois... Bill Gates avait fait une répétition générale. D'ailleurs, il avait investi sur le vaccin de la variole en 2019. Et un an avant l'émergence de la variole du singe, je ne sais plus si c'était un an exactement, mais enfin plusieurs mois avant, il fait une répétition générale. Il dit attention, l'année prochaine, il avait même donné la date, il est très fort, Bill Gates, ce sera mai 2022, il y aura une pandémie de variole du singe. Puis je regarde, puis je vois l'Agence du médicament européenne, fin 2021, préenregistre un médicament miracle. Si jamais il y a la variole du singe, un médicament que je m'étais testé chez l'homme, il est déjà préenregistré à l'Agence européenne du médicament. Alors on était encore dans la crise Covid, mais qu'est-ce qui nous sort encore Et j'avais fait d'ailleurs une lettre en français, puis qui a été traduite en anglais, qui a fait le tour du monde. J'ai dit, mais arrêtez votre délire sur la variole du singe. Et ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est que 15 jours après, je crois que c'est le blog de TF1 qui m'attaque. Le gros titre, c'est tous les experts de l'INSERM, donc l'INSERM c'est l'Institut public de recherche en France, tous les experts de l'INSERM contre le professeur Perron pour la variole du singe. Je dis, oh là là, si j'ai tout l'INSERM contre moi, chapeau, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, je lis l'article. Alors j'adore parce que les journalistes qui désinforment, ils font un titre et le contenu de l'article est complètement différent. Mais ça fait plusieurs fois qu'on m'a fait le coup. Donc non, mais c'est généralement parce que ce n'est pas celui qui fait l'article qui fait le titre. Quand l'article est trop beau, généralement il y a un éditorialiste qui voilà, durcit. Merci de ton éclairage. J'avais déjà observé. Alors je lis l'article, tous les experts, en fait c'était un gars qui était un petit gars qui travaillait à l'Agence nationale de recherche sur le sida, la NRS, qui est rattaché à l'INSERM, mais il était tout seul pour dire non, Perron dit n'importe quoi, c'est tout à fait normal qu'il y ait 15 cas à 15 coins de la planète en même temps. Bon, voilà, j'ai hurlé de rire en disant mais comment les médias, et c'est quand même TF1, normalement ils devraient avoir une crédibilité, peuvent sortir des âneries pareilles. Finalement ça me fait rire, j'en ai rien à foutre. Bon, mais sur le Covid, quand est-ce que tu t'es dit c'est pas une épidémie classique, il y a des forces à l'œuvre pour orienter l'opinion ou influencer l'opinion. Quand est-ce que tu fais la bascule? Parce que d'abord j'avais été... mon cerveau avait réagi déjà à l'histoire de truquer de la maladie de Lyme chronique. Bon, je le dirai brièvement parce que le sujet de l'interview c'est pas la maladie de Lyme, mais la maladie de Lyme c'est dû à une bactérie qui s'appelle Borrelia, transmise par les tiques. Donc les tiques, vous en avez dans la forêt, mais il peut en avoir dans les jardins, un peu partout. Et alors tout le monde qui est piqué par une tique ne tombe pas malade, mais peut-être qu'il y a quelques décennies, parce que les tiques et les Borrelia existaient depuis la nuit des temps. Si tu étais piqué, il y avait peut-être 2-3% des tiques avaient la bactérie, puis après, bon, des gens résistent naturellement, donc la maladie n'était pas très fréquente. Mais on sait, il y a maintenant des livres qui le prouvent, que cette bactérie a été modifiée par les Japonais, les nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale parce qu'ils voulaient faire des armes de guerre bactériologiques. Les Japonais avaient utilisé des armes qui tuaient. Il faut bien retenir ces leçons de l'histoire. Quand les Japonais ont voulu envahir la Chine,
Avant de débarquer, ils ont balancé de la peste, du choléra, du charbon, qu'on appelle maintenant anthrax, enfin le vrai nom en français c'était le charbon, bon, par tonne, par avion, hélicoptère sur la Mandchourie, et il y a des centaines de milliers de Chinois qui sont morts. Bon, les Japonais étaient très contents, ils débarquent, et là, catastrophe, les soldats japonais meurent. Ah merde, on est con, quoi, on a contaminé l'environnement, on n'a pas réfléchi. Ils n'avaient pas pensé, ces idiots, que les bactéries ne reconnaissent pas les uniformes. Bon. Après, ils ont échangé avec leurs collègues nazis. Alors là, on a été un peu trop fort. Là. Ils ont dit, ah, tiens, on a une idée géniale, on vient de découvrir les Borrelia, qui étaient découvertes par un Suédois. Puis il y avait Charles Nicolle, que j'admire beaucoup, qui était un Rouennais, mais qui était directeur de l'Institut Pasteur de Tunis, qui a beaucoup travaillé là-dessus. Il travaillait sur Borrelia, qui est une bactérie qu'on venait de découvrir, qui pouvait aider des problèmes de paralysie, de dépression, de problèmes cardiaques, de fatigue, de rhumatisme. Tiens, c'est bien ce truc-là, parce que finalement ça tue pas, ça handicape, ça peut toucher aussi les civils, les animaux. Tiens, ben c'est parfait, on va balancer ça partout. Mais encore, c'est des connards, parce que si on balance ça partout, qu'on contamine l'environnement, ça va contaminer l'environnement pour tout le monde, pour longtemps, y compris pour les personnes qui ont balancé ces saloperies. Alors les Japonais en ont balancé plein en Sibérie orientale pour attaquer les Russes. Moi je sais par des témoignages récents c'était peut-être avant la guerre en Ukraine, quand les gens pouvaient aller librement en Russie. J'avais un ancien malade qui avait fait tout le tour de la Sibérie et il y avait des grandes pancartes dans les forêts qui étaient marquées. C'était en russe, mais bon, attention, ne mettez pas les pieds dans cette forêt. Il y a plein de tiques japonaises qui datent de la guerre, quoi, qui sont très dangereuses. Bon. Et les Allemands, moi je le sais par des témoignages d'anciens professeurs allemands, la Luftwaffe, c'est-à-dire l'aviation allemande, et puis la Wehrmacht, qui était l'infanterie, ils ont balancé plein de tiques dans toute l'Europe centrale. Alors sur l'Ukraine, sur la Pologne, sur la Tchécoslovaquie, sur la Yougoslavie, etc. Comme arme de guerre, mais ils ont été complètement cons parce que finalement, ça a contaminé l'environnement. Ça, c'était dans les années 40, mais après, il a fallu peut-être une vingtaine d'années pour que l'épidémie démarre, et puis ça envahit toute l'Europe. Et maintenant, ce que j'appelle les tiques militaires, dont l'épicentre était dans l'Europe centrale, on envahit même la France, la Hollande, la Belgique, quoi. Il y a un front qui a progressé depuis l'Est. Et maintenant, moi, quand je discute avec des forestiers, parce que je travaille beaucoup avec les forestiers, bon, qui sont maintenant à l'âge de la retraite quasiment, quand ils avaient 20 ans, ils disaient bon, on voyait une tique de temps en temps, enfin bon, c'était pas très méchant. Maintenant, quand on met un pied dans la forêt, on a des vingtaines de tiques qui nous grimpent sur les jambes, c'est une invasion totale, et ça, c'est les tiques militaires qui ont été trafiquées par les nazis dans des laboratoires de recherche, puis expérimentées sur les humains dans les camps de concentration. Je rappelle que quand il y a vous savez, des journalistes qui disent oui, Perron avec ces tiques nazies, ben, qu'ils se renseignent, qu'ils fassent un boulot d'investigation. Est-ce qu'ils savent que dans le camp de concentration de Dachau, donc Dachau, hein, en Bavière, il y avait un institut für Entomologie, un institut d'entomologie, où on faisait des essais sur les prisonniers. Alors, il n'y avait pas que les tiques, il y avait les moustiques, les puces, les poux. Ils avaient tout essayé, les Allemands, hein, les maladies transmissibles par les vecteurs. Donc voilà, je reviens sur cette histoire de maladie de Lyme chronique parce que comme c'est arrivé aux États-Unis, parce qu'ils ont récupéré les chercheurs nazis japonais et que ça s'est tombé sur la maladie de Lyme parce qu'ils faisaient leurs recherches juste à côté. Il faut savoir que les autorités américaines ont mis des millions de dollars partout pour contrôler toutes les sociétés de la vente, les journaux médicaux, pour dire que la maladie de Lyme chronique n'existe pas, et ça fait presque 40 ans que ça dure. Moi, je me bats là-dessus depuis plus de 20 ans. Donc, j'ai vu toute cette manipulation. Il y a des éditoriaux tous les ans. Donc, cette manipulation, par exemple, il faut prendre l'exemple de la PCR. Tu sais, la PCR, c'est ce test, on amplifie des fragments d'acide nucléique, que ce soit l'ADN ou l'ARN, selon les germes. Quand il n'y a pas beaucoup de microbes dans un milieu, on peut l'amplifier des millions de fois et le trouver. Alors, dans la maladie de Lyme chronique, des grands chercheurs qui sont sous influence éventuellement financière publient régulièrement dans les plus grands journaux du monde médicaux. On sait maintenant quelle est leur indépendance vis-à-vis de certains lobbies. Est-ce que tu le savais à l'époque ?
C'est-à-dire, quand tu as fait tes travaux sur la maladie de Lyme, est-ce que la soumission, la subordination des revues scientifiques au laboratoire pharmaceutique était connue? Je ne l'ai pas vu tout de suite, mais j'ai découvert au fil des années. Et quand j'ai vu les éditoriaux tous les ans pour dire attention, ne faites jamais de PCR pour diagnostiquer une maladie de Lyme. La PCR, c'est un test qui est pas fiable, qui est beaucoup trop sensible. Il y a beaucoup de faux positifs. Donc beaucoup de gens qui sont diagnostiqués maladie de Lyme ne sont pas des vrais Lyme, c'est une erreur du test. Bon, ça déjà, j'étais convaincu de ça. Bon, quelques années après, le Covid arrive. Je vois Véran qui dit « Allez, on fait des PCR à tout le monde ». Est-ce que là, tu te dis, il y a une manip? Mais bien sûr. Mais Corey Mullis, qui était l'américain de La Jolla en Californie, qui a eu un prix Nobel, c'est lui qui était le découvreur de la PCR. Ça fait déjà longtemps. Moi, j'étais tout jeune directeur adjoint du centre de référence de la tuberculose à Pasteur à ce moment-là. On nous avait dit surtout la PCR, la faites jamais en dépistage de masse en population qui n'a pas de symptômes, parce qu'il y a toujours des faux positifs, même si le test est parfait. Donc pour l'exemple de la tuberculose, si moi je suis un médecin, que j'ai vraiment quelqu'un qui a des signes de tuberculose, à 80% c'est une tuberculose, même si j'ai pas encore la preuve, il crache ses poumons, il tousse, il a des lésions radiologiques évocatrices, il a une caverne, donc je fais une PCR, si elle est positive, c'est un argument de plus pour conforter mon diagnostic. Et s'il y a 3% ou 5% de faux positifs, il faut que j'ai des centaines de tuberculeux comme ça pour avoir un faux positif. Donc, dans ce contexte, le test est très fiable. Et maintenant, je fais le même test au ministère de la Santé. Demain, je vais au ministère de la Santé à Paris. Ils sont des milliers de fonctionnaires. Je leur fais la PCR. Mais je trouve tout de suite des dizaines de cas de tuberculose qui sont en pleine forme. Donc, je fais monter artificiellement les statistiques. Voilà, et je peux faire le même test sur la chaude-pisse. Je vais au ministère de la Santé, je fais un test sur la chaude-pisse. Ministère des Armées, c'est mieux. Non, mais c'est pour dire ce délire sur la PCR. Et malheureusement, Corey Mullis, l'inventeur de la PCR, est mort juste avant le Covid. C'est dommage parce que là, je pense qu'il aurait hurlé dans les brancards. Mais est-ce que parce que c'est la question que les gens se posent. Quand un Véran dit on va mettre tout le monde sous PCR tous les jours, est-ce que il sait, est-ce qu'il organise une manipulation de l'opinion pour faire monter les chiffres, pour dramatiser l'épidémie de Covid? Bon, c'est une évidence, parce que déjà, la première vague, c'était la seule vague sérieuse. Moi, j'étais encore chef de service à Garches. Là, on était inquiet parce qu'effectivement, on a eu, je crois, jusqu'à 40 malades en même temps dans l'hôpital. Bon, mon service était assez grand, mais il a fallu mobiliser. Il y avait des services de rééducation qu'on libérait les lits pour mettre des malades. Et c'était très sympa d'ailleurs parce qu'il y avait tous les médecins, même les chirurgiens à qui on avait demandé d'arrêter leur activité, même des soignants, médecins et infirmiers, soignants d'autres services qui venaient nous aider. C'était un grand élan de solidarité. Je veux vraiment remercier tous ces soignants qui se sont mobilisés. À l'époque, on avait la trouille. Effectivement, il y avait jusqu'à 40 malades dans l'hôpital. Bon. Et on a très bien géré, on a donné de la chloroquine, en tout cas à Garches, à beaucoup de gens, et on a sauvé la plupart, et c'était super. Bon. C'était des gens de quel âge? Il y avait tous les âges, mais les gens qui étaient à risque, c'était quand même des gens de plus de 85 ans, des grands obèses. C'est pas le petit obèse qui a un peu de surpoids, c'était les très gros obèses ou des grands diabétiques, les gens qui avaient des gros problèmes cardio-respiratoires. Et d'ailleurs, paradoxalement, parce que vous savez, dans les médias, les médecins disent que les immunodéprimés sont à risque. Les immunodéprimés modérés, genre les gens qui ont des maladies auto-immunes, un lupus, une polyarthrite rhumatoïde ou qui ont des petits traitements immunosuppresseurs légers, ils ont été protégés. Parce que ces traitements ont un effet anti-inflammatoire, c'est pas le virus qui tuait, c'était l'inflammation, les thromboses. Donc finalement, on a eu des super résultats. Bon, au mois de juin, l'épidémie se casse la gueule. L'été 2020, tout va bien. Alors là, on commence à nous sortir au mois d'août, c'est la catastrophe. Les premiers qui ont fait ça, c'était les Espagnols. J'avais hurlé de rire. Un jour, j'avais vu un journal télévisé en Espagne au mois d'août 2020, en prime time, là, en Espagne. Et la journaliste paniquée appelle un gars d'un service de réanimation dans un des grands hôpitaux universitaires de Madrid en disant docteur, alors c'est la panique chez vous. Et le gars dit attendez, de quoi vous parlez là? Mais je sais pas, on dit qu'il y a des malades partout dans les hôpitaux. Il dit écoutez, je suis pas au courant. Oui, des malades Covid ou pas? Oui, on en a 3 dans le service, mais tout va bien.
Et à ce moment-là, le journaliste commence à insulter le médecin, mais vous racontez n'importe quoi. Et il y a même le directeur du plateau qui est venu pour interrompre l'émission parce qu'il commence à se taper dessus. Donc voilà, on a manipulé les médias pour nous faire croire. Alors, il y avait le variant espagnol, après il y a eu le variant anglais, sud-africain. Après, il y a même en France, il y a eu le variant breton, le variant alsacien. Bon. Et tous les 3 mois, on nous sort un nouveau variant qui allait décimer la planète. Et manque de bol pour eux, parce que moi j'ai quand même fait des études de virologie. Et on sait que les virus ARN, quand ils ont été un peu méchants pour l'homme la première fois, ce qui était un peu le cas de la première vague, après ils sont de moins en moins virulents. Donc là on nous sort la 8e vague, la 9e vague, la 10e vague, la 12e vague. Moi j'adore parce que moi je vois bien, vous vous souvenez du film, il y avait Brice de Nice et Igor Dosgor là. Moi je vois bien. Je vois bien un Véran en Brice de Nice qui attend le raz-de-marée sur Nice avec sa planche de surf. Et puis le nouveau là, François Braun en Igor Dosgor qui attend la prochaine vague. Parce qu'ils me font rire quand ils nous font peur avec des vagues. Et quand j'ai comme plein de collègues dans les hôpitaux, maintenant, on voit pratiquement plus de Covid à l'hôpital. Les Covid, maintenant, c'est des bronchites, des rhumes. Il y a une question que les gens se posent. Quand Véran, quand François Braun font peur à l'opinion, qui téléguide? Pourquoi ils le font? Quel est leur intérêt? Qui leur en a parlé? Qui servent-ils? Est-ce qu'ils ont un intérêt personnel à le faire? Je ne sais pas s'ils ont un intérêt personnel, mais ils sont manipulés. Parce qu'on peut. Faut pas me raconter des sornettes. Moi, j'aime bien les fêtes. Une épidémie, c'est une épidémie. En juillet dernier, je n'ai pas refait les statistiques récentes. Déjà en juillet, j'avais regardé la mortalité de Covid en France, c'était 0,0002%. C'était infime. C'est-à-dire que c'est la mortalité de n'importe quel virus respiratoire. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui sont décédés, pour leur famille, parce que malheureusement, cette épidémie n'est pas complètement terminée. Il y a encore des formes graves, il y a encore des décès. Mais s'il y a des décès, c'est la faute des autorités. Il faut bien le comprendre, parce que normalement, tout médecin devrait, et a le devoir, s'il a respecté le serment d'Hippocrate, je dis à tous les médecins français, vous avez le devoir de prescrire l'ivermectine, l'azithromycine, la vitamine D, le zinc. Il y a des publications internationales et les faits dans tous les pays qui le démontrent. N'écoutez pas les autorités qui vous menacent. C'est votre devoir de sauver les gens. Et c'est un scandale complet qu'on ait attaqué des médecins qui ont sauvé des vies. Pour moi, c'est le plus grand scandale de l'histoire de la médecine depuis des années. Donc voilà, on sait qu'on peut sauver les gens. Il y a encore quelques formes des gens à risque qui peuvent faire encore des formes graves. Mais sinon, l'immense majorité des Français ou des Belges ou des Européens ou toute la planète qui font aujourd'hui des Covid, ils ont un peu de fièvre pendant 2 jours, une petite bronchite, un rhume, ils sont fatigués pendant quelques temps, ils s'en sortent très bien. Et puis même si leur médecin refuse l'hydroxychloroquine, l'ivermectine, etc., ils peuvent acheter tout seuls de la vitamine D, de la vitamine C, du zinc. On peut acheter en boutique bio de la Nigella. Nigella, c'est le cumin noir. Il y a une étude randomisée au Pakistan qui a montré que ça marchait. Bon, malheureusement, l'artémisia est interdite en France et en Belgique. C'est les 2 pays du monde où c'est interdit. Bon, c'est comme ça. Mais on peut l'acheter sur L'artémisia annua. Ou annua ou les autres, je pense qu'elles marchent toutes un peu quand même. Les Chinois l'ont beaucoup utilisé, les Vietnamiens, les Indiens, à Madagascar, en Afrique. Toutes ces plantes, il n'y a pas que l'artémisia, il y en a d'autres, mais faut voir le succès des pays soi-disant sous-développés. Moi j'admire beaucoup les Africains, les Asiatiques qui ont réagi de façon fantastique à la crise. Je ne parle pas de la Chine qui est un peu à part, parce que la Chine, on manipule l'épidémie de Covid pour oppresser la population avec le contrôle social. Comme chez nous. Oui, comme chez nous. On est un peu chinois en ce moment, avec notre cher grand mandarin Emmanuel. Mais j'ai cité récemment l'exemple exemplaire du Vietnam et de l'Inde. Au Vietnam, j'étais impressionné, après 1 an d'épidémie, ils avaient quelques dizaines de morts. Les Vietnamiens sont quand même plusieurs dizaines de millions d'habitants. Sur le chapeau, ils ont bien géré. Puis effectivement, au Vietnam, on traitait... C'est vrai que les Vietnamiens ont gagné la guerre d'Indochine contre les Américains grâce à l'artémisia, il faut s'en souvenir.
C'est Mao qui avait dit à Ho Chi Minh, parce que les troupes mouraient dans la forêt de paludisme, et c'est l'Artémisia qui les a sauvés, parce qu'il n'y avait pas, les Américains ou peut-être les Français avant avaient la chloroquine chimique, mais les Vietnamiens qui étaient pauvres, ils n'avaient pas la chloroquine. Donc les Vietnamiens, ils connaissent l'Artémisia, ils l'ont utilisé, et les Chinois l'avaient déjà publié, que ça marchait sur les coronavirus. Bon, c'était vraiment remarquable. C'était au printemps 2021, je reçois un message d'un médecin vietnamien qui me dit je suis très inquiet parce que notre ministre revient du Forum économique mondial, c'est ce fameux Klaus Schwab et tout ça, il veut imposer la vaccination à tous les Vietnamiens. Et moi j'ai un copain français qui vivait au Vietnam qui m'envoie des vidéos, on voit l'armée qui commence à rassembler des gens dans les villages pour les vacciner de force. Je dis voilà, qu'est-ce qui se passe? C'était juillet 2021. Et là, boum, un énorme pic d'épidémie au Vietnam, des morts. Et mon copain me dit à ce moment-là, quand ils ont lancé la campagne vaccinale sur Saigon, il y a eu 2 ou 3 000 morts à Saigon après l'inoculation de ces soi-disant vaccins. Heureusement, les autorités vietnamiennes ont été très intelligentes, ils ont vu qu'ils avaient été manipulés, ils ont arrêté les frais. Et au Vietnam, tout est rentré dans l'ordre. Et la même chose en Inde. L'Inde, ça se passait très bien. En plus, le gouvernement indien donnait aux habitants un peu d'hydroxychloroquine, la vitamine D, vitamine C, tout ça. Ça se passait très bien. Un jour, parce que l'Inde, c'est immense, hein, c'est 1,4 milliard d'habitants. Il y a 3 États, dont l'État de Bombay, qui s'appelle Mumbai maintenant, qui, sous l'affluence des lobbies internationaux, ils ont interdit l'ivermectine. Ils ont dit allez, on vaccine tout le monde. C'était la même époque, juillet 2021, catastrophe. Uniquement dans les 3 États en vaccine, flambée de l'épidémie, il y a des morts partout. Heureusement, le gouvernement fédéral indien a bien réagi, a dit on arrête les frais. Maintenant, en Inde, 1,4 milliard d'individus, il y a encore un peu d'épidémie, il n'y a plus de morts. Et en France, on a notre grand, vous savez, Emmanuel Ier, là, qui est là, allez, on vaccine, et on a encore des morts en France. Et dans tous les pays qui vaccinent dans le monde entier, ce sont les pays riches je ne veux pas dire qui vaccinent, qui inoculent, qui ont encore des morts. Donc après que des gens comme la professeure Dominique Costagliola, qui m'a attaqué récemment dans un journal, osent dire que je ne suis pas anti-scientifique, moi je la convoque pour qu'elle me donne les explications, parce qu'il n'y a pas besoin d'une étude randomisée, il suffit de comparer les pays. Je pense qu'il faut qu'elle apprenne la santé publique, cette petite dame, qui se permet d'attaquer tout le monde au nom de la science, parce que franchement, c'est pas correct de faire ça. Dans le monde entier, il y a quand même des millions de morts en jeu. Mais quand même, il y a une question que les gens, certains en tout cas, vont se poser. Tu étais jusqu'en 2020, pour aller vite, un homme du système, oui, au cœur de la santé publique. Qu'est-ce que tu savais, qu'est-ce que tu as vu, est-ce que tu as déjà été approché par le lobby pharmaceutique avant le Covid, lorsque tu étais l'homme du système? Alors, déjà, on est approché par l'industrie pharmaceutique, on est tout jeune, même vieil assistant, qu'on n'est pas encore professeur, mais il repère un petit gars, il a l'air brillant, il est bien vu par ses pairs. On commence à être approché, on est invité. Comment ils font pour les repérer? Ben, je pense qu'ils voient un petit peu les publications, ce qu'on fait, l'image qu'on a dans la société savante. Donc on est invité, puis on est valorisé. On vous dit tiens, vous voulez pas présider un congrès sur tel sujet, et on est rémunéré. Moi j'ai été rémunéré plusieurs fois comme ça. Grassement ou au grassement, ça pouvait être, je sais pas, à l'époque, ça pouvait être 1 000 € pour être président d'une réunion. C'était des sommes qui, pour moi, qui paraissaient importantes. Maintenant, ça peut-être paraît négligeable par rapport à ce qu'on offre à certains, probablement. Mais voilà, et puis, à l'époque, franchement, c'était unanime dans tout le milieu de la discipline. Je parle des maladies infectieuses, c'était pareil ailleurs. Un jeune médecin qui avançait, s'il n'était pas invité par l'industrie, c'était un loser, c'était un connard qui n'était pas reconnu. Et on admirait ceux qui présidaient tous les grands symposiums de l'industrie, parce qu'ils s'étaient mis en avant, invités dans tous les congrès, valorisés. Et c'est vrai qu'au début, on se fait prendre au piège. Moi, j'ai été pris un peu là dans ce système au début. J'étais content d'être invité comme président d'une réunion scientifique, on est valorisé, tout le monde vous admire, bon.
Et puis finalement, avec le temps, je me suis dit, bon, c'est un peu bling-bling tout ça. Et puis après, surtout, bon, ça me dérangeait pas de temps en temps de toucher un peu d'argent comme ça. Mais après, quand j'ai eu des responsabilités de santé publique, je me suis dit, c'est plus possible. Surtout que, vous savez, ce qui m'a frappé, c'est la première fois j'ai été nommé président du comité technique des vaccinations. Donc c'est le comité officiel qui dépendait à l'époque du Conseil supérieur d'hygiène publique de France qui faisait les recommandations pour la politique vaccinale. Première réunion, je suis président, on discutait, c'était un peu chaud, d'un nouveau vaccin. Bon, on prend une décision qui n'était pas forcément très favorable tout de suite à ce nouveau vaccin. Quel vaccin? Je ne veux pas le citer là, parce que je veux pas d'ennui, mais bon. Le lendemain, je reçois un coup de fil d'un grand dirigeant français d'une boîte fabricante de vaccins qui me dit, écoutez Christian, comment ça se fait que hier vous avez décidé ça, tout ça? J'ai putain, mais comment il est au courant, lui, il y a une taupe. Effectivement, à l'époque, au comité technique des vaccinations, 80% c'était des pédiatres qui travaillaient tous les jours avec l'industrie pharmaceutique pour faire les études vaccinales et qui étaient rémunérés grassement pour faire tout ça. Alors là, moi, je dis, c'est plus possible, je ne peux pas rester président d'un truc comme ça. Donc, et heureusement, j'avais une médecin de santé publique, Dr Tan Le Luong, qui est remarquable, qui a continué sa carrière dans les institutions publiques, mais que j'admire beaucoup, et puis à la direction générale de la santé, des gens m'ont soutenu en disant on va réformer la composition du comité technique des vaccinations. Et c'est à l'époque on avait dit on va pas mettre que des pédiatres qui travaillent pour l'industrie, on va mettre des généralistes. Il y avait un médecin de la revue Prescrire qui était plutôt anti-labo. On va mettre des sages-femmes, infirmières, sociologues, juristes. Il y avait un magistrat très bien indépendant. Bon. J'ai fait exprès de faire une nouvelle composition de gens qui n'étaient pas forcément manipulables directement. Et j'avais, avec des collègues, écrit une charte sur la gestion des conflits d'intérêts. Moi, je peux vous dire, quand j'étais président, aussi bien du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, du comité technique des vaccinations, du Haut Conseil de la santé publique, à chaque réunion, et ça on ne peut pas me mettre en défaut, je demandais qu'il y ait un conflit d'intérêts avec l'ordre du jour. Et les gens répondaient de façon... Alors, la plupart répondaient spontanément. Quelquefois, il y avait des futés qui cachaient leur conflit d'intérêts, mais bon, je ne suis pas con, j'avais mes réseaux d'information. Je leur dis, non, écoute-toi, c'est pas possible. Et je leur demandais, alors si c'était bon un truc mineur, ils pouvaient rester dans la salle. Si c'était un sujet vraiment très chaud, ils avaient le droit de s'exprimer, de donner leur avis, mais après ils devaient quitter la salle. Et ne pas participer à la décision finale et au vote, et c'était écrit dans le compte-rendu. Et c'est pour ça que quand il y a eu les avis du Haut Conseil de la santé publique en 2020, j'ai hurlé parce que j'ai dit ils ne respectent plus rien. D'abord, dans les avis rendus par le Haut Conseil, la moitié des gens qui rendent l'avis ne sont pas membres du Haut Conseil. Qu'est-ce qu'ils foutent là? Moi aussi j'ai demandé des avis de membres extérieurs. Quelquefois sur des sujets pointus, il n'y a pas toutes les compétences dans le Haut Conseil, mais on peut demander à un groupe de travail de nous éclairer, de nous faire un rapport. Ça peut être fait en urgence et puis on vote après. Les gens qui votent, c'est les gens de la commission, c'est pas des gens qui sont extérieurs à la commission. Alors là, c'était incroyable parce que la moitié des gens, et il n'y avait même pas eu de vote, alors, pas de vote. La moitié des gens qui décident ne sont pas membres de la commission. Le gars qui rend compte pour le Haut Conseil, c'est le président du Haut Conseil de la santé publique, c'est pas légal. Normalement, c'est pas au président de tout le Haut Conseil, c'est au président de la commission de rendre je le sais, hein, tout ça. Ils n'ont rien respecté. Il y avait le président de la commission, la vice-présidente, plusieurs membres du Haut Conseil qui était bourré de conflits d'intérêts avec les laboratoires. Mais est-ce que ça signifie qu'il y a eu une accélération ou une industrialisation du lobbying pharmaceutique à l'occasion du Covid? Je pense que ça existait déjà avant parce que il se trouve que comme je commence à avoir un peu de bouteille, maintenant j'ai pris ma retraite, j'ai formé plein de jeunes. J'avais des jeunes qui étaient quelquefois pas beaucoup plus jeunes que moi, mais on s'est connus quand ils étaient internes, qui ont fait une carrière fulgurante dans l'industrie pharmaceutique, y compris au niveau international, qui sont retrouvés dans des postes très haut placés aux États-Unis, dans les plus grands laboratoires, qui quelquefois sont impliqués aujourd'hui. Et déjà, il y a plusieurs années sur le sida,
Il me disait, bah, tu sais Christian, tes petits copains là dans le sida, qui font un peu la pluie et le beau temps, quand ils déclarent 10 000 euros, 100 000 euros de conflit d'intérêt de tel labo, ça c'est le pourboire, parce que nous en fait on leur verse des millions d'euros sur des comptes offshore, mais même c'était à Est-ce que, je te coupe parce qu'évidemment les gens c'est important pour eux, est-ce que tu nous dis qu'il y a des médecins, probablement des médecins d'influence, des influenceurs, qui ont empoché illégalement, en évasion fiscale, des millions d'euros de la part des laboratoires pharmaceutiques. C'est un secret de polichinelle. Même un jour, j'ai été convoqué au conseil départemental de l'ordre des médecins. Moi, je leur dis ça. Je leur dis, attends, vous êtes au courant? Et le président me dit, oui, on est au courant, mais on n'a pas de preuves, donc on ne peut pas agir. Mais ils le savent tous. Et il n'y a pas que la médecine. Ça peut être le bâtiment, ça peut être l'armement, ça peut être l'agriculture, les pesticides. Et puis avec tous les lobbyistes qu'il y a à Bruxelles, bon, on sait qu'il y a de l'argent partout. Donc il ne faut pas se foutre de notre gueule, on le sait très bien, ils le savent tous. Et en plus, il y a quelques années, justement, je me battais pour la reconnaissance de la maladie de Lyme chronique au niveau international avec un groupe d'experts. On était allé à Genève, à l'ONU, à l'OMS, et il y avait le rapporteur spécial de l'ONU, donc le rapporteur spécial c'est un poste important à l'ONU, il nous dit, vous savez, l'industrie pharmaceutique, on le sait tous à l'ONU, c'est la première cause de corruption au monde, c'est un mec officiel à l'ONU qui me le dit à Genève, dans des locaux officiels de l'ONU, c'est pas moi qui ai inventé ça, donc tout le monde le sait. Et puis après, quand j'ai discuté avec plein d'autres copains dans l'industrie, ils m'ont tous confirmé, et il y en a une fois une femme qui m'avait expliqué sur quelle ligne budgétaire ils mettaient les gens qui étaient financés pour pas que ça apparaisse dans les statistiques fiscales. Alors, ils ont des combines, ils ont des financiers professionnels qui font ça très bien, qui noient le poisson pour le fisc, que ça n'apparaisse nulle part. Mais moi je sais, même je citerai pas de nom, mais je connais un collègue dont le fils travaillait aux États-Unis et qui recycle l'argent de papa. On m'avait même donné l'adresse, je l'avais pas noté à l'époque, on m'avait dit ça, je n'ai pas fait gaffe. Les instituts financiers à Chicago, à New York, qui recyclaient l'argent de tout ce monde-là. Donc tout ça, c'est un monde qui est complètement connu des initiés, mais on fait semblant de l'ignorer. Et moi, ce qui m'a choqué, comme j'ai travaillé comme vice-président pour le groupe d'experts des vaccins à l'OMS pendant plusieurs années, alors ce qui m'a choqué d'abord, c'est la colonisation de Bill Gates à l'OMS, parce que maintenant c'est le principal bailleur de fonds de l'OMS. Donc je disais récemment, l'OMS est devenue une succursale de la fondation Gates. Et ce qui m'a choqué, alors moi dans le groupe européen où je travaillais, on était plutôt réunis à Copenhague. L'industrie pharmaceutique ne participait pas du tout à nos débats, mais quand j'étais invité régulièrement au groupe mondial, le groupe qui s'appelait SAGE, c'est un acronyme SAGE, SAGE qui se réunissait en séance plénière à Genève avec le directeur ou la directrice de l'OMS. Là, il y avait tous les dirigeants de l'industrie pharmaceutique qui étaient là. Mais qu'est-ce qu'ils foutaient là? Et tous les dirigeants de la fondation Gates qui étaient là, qui influaient. Et moi, ça m'avait beaucoup fait rire un jour, parce que j'étais à la pause café, c'était au moment de l'affaire Cahuzac. Cahuzac, ce ministre français qui était... je crois qu'il a été condamné, je ne sais même pas s'il n'a pas fait de la prison pour... Sous bracelet électronique. En tout cas, il a été jugé pour... il avait été corrompu pour faire avancer les dossiers des médicaments. Puis il y avait un gars qui était un des représentants, un des dirigeants français d'un laboratoire pharmaceutique fabricant de vaccins, qui me dit, oh, vous savez, monsieur Perron, l'affaire Cahuzac, ça va pas du tout, là, parce que c'est vrai, il nous coûtait cher, mais au moins avec lui, on était sûr que les dossiers avançaient rapidement. Il me dit ça comme ça à la pause café. C'est un scandale quand même, cette affaire Cahuzac. On ne peut plus faire notre business tranquille comme avant. C'est pour ça, vous savez, comme je connais tout, je pourrais en balancer. Très intéressant. Je pourrais pas tout balancer là, parce que sinon après on va me jeter dans la Seine, discrètement, disant que je suis suicidaire. Faut pas m'en raconter. Moi, j'ai tout vu dans ce milieu, et c'est pour ça que je pense avoir du recul. C'est pour ça que je les emmerde, et je suis content de les emmerder. Voilà. Christian, tu as quand même vécu 3 années difficiles, 2 ans et demi difficiles. Comment tu as fait pour tenir ce lynchage médiatique dont tu as été victime? Est-ce que ça atteint personnellement? Comment on fait à un moment donné
pour réagir à ça? Alors, j'étais déjà préparé parce que j'avais eu plusieurs années de combat avec la maladie de Lyme chronique, où j'en avais pris un peu plein la gueule de la part de collègues, des autorités. Mais bon, c'était moins méchant parce que c'était peut-être un enjeu qui était moins important. Mais déjà, je m'étais un petit peu blindé. Puis j'avais déjà beaucoup d'expérience des médias. Parce qu'à l'époque, les médias m'adoraient. J'étais invité partout sur les plateaux de télé. D'ailleurs, au début de la pandémie, tous les journalistes que je connaissais bien m'invitaient régulièrement avant qu'ils soient... on leur tire les bretelles en disant n'invitez plus le complotiste Perron. Donc j'avais déjà une certaine expérience de ça. Je m'étais déjà un petit peu blindé. Et puis... moi, j'ai toujours beaucoup lu bon, les philosophes, tout ça. J'étais imprégné j'avais appris. Ça m'avait aidé parce que quand j'étais plus jeune, j'étais plus naïf et plus sensible. Quand on vous attaque, si l'attaque est justifiée, si j'ai fait une grosse connerie, que je dois m'en vouloir parce que j'ai vraiment fauté, ça peut me toucher parce que c'est vrai que j'aurais pas dû faire ça. Mais quand on m'attaque, que ça n'a aucune justification, ça ne me touche pas du tout. Alors, c'est vrai que au début c'est un travail à faire sur soi-même parce que ça fait plusieurs années que j'ai travaillé là-dessus, même avant le Covid. Et maintenant je suis totalement convaincu par ça. Donc s'il y a n'importe quel journaliste ou politicien, c'est cette nouvelle génération qu'on appelle les fact-checkers, là c'est rigolo, là, qui sont financés. Généralement c'était les moins bons journalistes. Ils ne sont pas tous journalistes d'ailleurs, enfin c'est pas d'où ils sortent, enfin, qui vous attaquent en disant Perron c'est un connard, il est tombé dans le caniveau. Mais j'en ai rien à foutre. J'ai même de la pitié pour eux. Et qui sait, ces mecs, ils n'ont aucune donnée. Moi, je les attends sur le ring avec des données scientifiques pour venir me contredire. Je les attends quand ils disent Perron, c'est un idiot, mais ils ont vu mon CV. Donc, ça ne me touche plus du tout. Et c'est vrai que la première fois que j'ai été convoqué au Conseil de l'Ordre en juillet 2020, même si c'était une rencontre confraternelle, je me sentais un peu humilié en disant mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce qu'il y a des moments où tu as douté à ce moment-là? Douter jamais. Ce qui était difficile, c'est que mon entourage, même familial au début, il disait mais tiens, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il n'est pas en train de péter un câble? Il est contre tout le monde. Et ça, c'est difficile. Et dans mon propre service, quand j'ai vu les médecins qui au début marchaient à fond avec moi d'un seul coup parce qu'on leur avait donné des coups de fil, parce que Jérôme Salomon, qui est le directeur général de la santé, c'est le mec qui comptait les morts tous les jours. C'est moi qui l'ai formé, je suis désolé, mais... Il était interne chez moi, assistant. Après, il est parti plusieurs fois conseiller de Kouchner ou de Marisol Touraine. Bon, moi, j'estimais beaucoup Jérôme Salomon, mais bon, il était nommé directeur général de la santé. Après, j'ai pas. Est-ce qu'il t'a appelé après pour te dire Jamais. Christian, tu déconnes? Jamais. Moi, je ne l'ai pas appelé pour lui dire qu'il déconnait, parce que franchement, j'ai de la peine pour lui. Pour voir tout ce qui a été fait, bon, ça me touche parce que je dis bon, un gars comme ça pour qui j'avais beaucoup d'estime, bon, c'est triste de voir comment tout ça a tourné. Bon, c'est comme ça. Je ne sais plus de quoi discuter. Donc, tu n'as pas eu de doute, mais quand même, tu as à un moment donné le sentiment qu'il y a un impact sur ta vie personnelle. C'est vrai que ça a été difficile, surtout quand alors autant vous savez, les gardiens de sécurité à l'entrée de l'hôpital me saluaient, bonjour professeur, les petits gars des services techniques sur leur Fenwick qui disaient bravo, les aides-soignants, les électriciens de l'hôpital, tout le monde était à fond pour moi, les infirmiers. Puis après, quand on arrivait au niveau cadre, alors au début de la crise, ils étaient à fond pour moi, puis après, comme ils ont été un peu manipulés, bon, ils commençaient à prendre du recul, et les médecins, tous les médecins de l'hôpital contre moi. Bon, ils ne le disaient pas, mais je voyais bien, ils m'évitaient, ils ne me regardaient plus, ils ne me parlaient plus. Alors comment on le vit, ça? Ben ça m'a vexé. Et puis après, j'ai dit, bon, moi, c'est des cons, quoi. Franchement, que ce soit les plus éduqués dans un hôpital qui ne voient pas, alors que tout le service de base de l'hôpital a compris depuis longtemps qu'on nous manipule. Alors, il y en a peut-être certains qui sont sous influence de l'industrie, c'est possible, mais j'en ai aucune preuve et je ne peux pas dire combien, mais je pense qu'il y en a quelques-uns. Et surtout, les autres, ils suivent le mouvement, parce qu'ils ont été comme ça éduqués, on suit les sociétés savantes, on suit ce que dit le ministère, on suit tout ça. Et il n'y en a pas un qui a un esprit critique. Moi, je suis très inquiet pour eux, parce que je dis, de toute
toute façon, la médecine était très malade aujourd'hui. Quel conseil tu donnes pour conclure cette longue interview? Le conseil que je donne, c'est de garder l'optimisme parce que tout est en train de se casser la gueule. Il y a des scandales qui éclatent tous les jours, des scandales médicaux, des scandales financiers. Donc on voit que tout sur quoi ça a été construit, c'est en train de se casser la figure. Donc franchement, en ce moment, je suis très content parce que je pense que ça ne va pas durer très longtemps, que notre petit Manu Premier il va quand même devoir revoir peut-être un peu sa copie et que et je dis aussi à tous les députés, les sénateurs qui ont voté des lois totalement illégales et qui continuent à les voter, faites attention à vous, parce que vous serez un jour convoqué à titre personnel devant les tribunaux pénaux, parce que je rappelle qu'on n'a pas le droit d'imposer un produit expérimental, c'est contraire à toutes les lois nationales, tous les traités internationaux, contraire au code de Nuremberg. Qu'ils fassent très attention, c'est mon message. Donc, ouvrez les yeux et refusez de continuer dans la collaboration. Vous avez le devoir de dire non. Il faut se souvenir de l'histoire de l'occupation allemande. Tout le monde s'est couché. Et puis après, ils étaient tous résistants d'un seul coup. Bon, j'espère qu'il y aura de plus en plus de résistants. Moi, je ne me sens pas résistant, je me sens simplement éveillé. Je pense qu'il faut être du côté de la lumière. Et la lumière, elle est en train d'arriver partout, au niveau mondial, on voit ça bouge partout. Donc moi je suis très heureux et je pense qu'on a vécu une période terrible et il fallait peut-être vivre cette période terrible pour un renouveau. Mais moi je suis très optimiste, je suis persuadé qu'il va y avoir un renouveau dans la médecine, dans la recherche, dans tout ça. Et voilà, donc c'est un message d'espoir et je souhaite une merveilleuse année parce que c'est la nouvelle année à tous vos auditeurs.